Bonjour à tous. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 64, loi instituant le Musée national de l'histoire du Québec. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la présidente. Madame Dionne Rivière-du-Loup-Témiscouata, remplacée par Madame Poulet-Laporte, et Madame Gazal-Mercier, remplacée par Monsieur Zanetti Jean-Lesage. Merci. Alors, nous débouterons cet après-midi les remarques préliminaires, puis nous entendrons les témoins suivants. Alors, Monsieur Martin Paquet, professeur titulaire au département des sciences historiques à l'Université Laval, puis la Fédération Histoire Québec. Alors, j'invite le ministre de la Culture et des Communications à faire ses remarques préliminaires. Vous avez un total de 6 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue à tous et à toutes. Bien heureux de vous voir et très heureux de lancer ces consultations particulières parce que c'est une occasion importante de donner la parole à ceux et celles qui se sentent interpellés par le projet de loi 64 qui vise à instituer le Musée national de l'histoire du Québec. Donc, je vous dis d'emblée que je serai à l'écoute et que je vais accueillir vos observations avec toute la considération qu'elles méritent. Et à ceux qui, comme moi, aiment peut-être les symboles, vous trouverez intéressant qu'on commence l'étude de ce projet de loi en ce 17 septembre 2024. J'ai constaté ça ce matin, date d'un triste anniversaire quand même. Il y a 265 ans, aujourd'hui, jour pour jour, à 22 minutes près, imaginez-vous, le général de Ramsay envoyait un messager aux Britanniques pour leur proposer la capitulation de Québec. Donc, une proposition qui a été signée le lendemain matin, le 18 septembre. Donc, moment décisif quand on regarde l'histoire nationale du Québec, moment décisif dans l'histoire de notre nation. Donc, le hasard fait bien les choses. Ce matin, j'ai appris ça par hasard et je trouvais que le symbole était particulièrement frappant. J'aimerais saluer mes collègues de l'équipe gouvernementale. Merci beaucoup d'être là. Je salue et remercie aussi, évidemment, les collègues de l'opposition qui sont avec nous aujourd'hui pour leur intérêt dans le processus. Et je veux dire merci à l'avance également aux groupes et aux personnes qui vont venir s'exprimer, exprimer leur point de vue aujourd'hui, demain, jeudi, mardi. Ils vont y consacrer du temps. Ils y ont déjà consacré du temps pour se préparer une réflexion et de l'énergie aussi, et ça mérite d'être souligné. Puis je suis convaincu que ce qu'ils nous apporteront, ça amènera un éclairage pertinent sur les différents aspects du projet de loi 64. Avec ce projet de loi-là, notre gouvernement veut créer le Musée national de l'histoire du Québec, un nouveau musée sous la responsabilité de l'État qui a pour objectif de faire connaître et de mettre en valeur l'histoire du Québec, sa culture, son identité distincte et qui, pour nous, serait un legs pour les générations futures. Et ce serait le tout premier musée national consacré exclusivement à notre histoire. On veut qu'il mette en lumière l'évolution de la nation québécoise par l'intermédiaire d'un vaste parcours historique. C'est un vrai musée du 21e siècle auquel nous voulons donner accès aux Québécoises et aux Québécois avec les moyens numériques notamment et immersifs dont on dispose aujourd'hui. Une nouvelle institution qui permettrait également aux visiteurs de partout dans le monde de découvrir l'histoire de notre nation et de son identité. Les personnalités marquantes, les grandes réalisations culturelles, scientifiques, sportives et économiques du Québec y seront mises à l'honneur, de même que la langue française, l'apport des premiers peuples, ainsi que des autres communautés qui ont façonné le parcours et le territoire du Québec. On ne comprend pas grand-chose à l'histoire de la Nouvelle-France si on ne connaît pas l'influence des alliances entre les Français et les Autochtones. On ne comprend rien non plus de l'histoire du Bas-Canada si on ne connaît rien de l'immigration britannique, comme on ne comprend pas grand-chose au Québec contemporain si on n'y voit pas une société ouverte sur le monde, une société qui n'est désormais plus ni la Nouvelle-France ni le Bas-Canada. Le mandat de la conception initiale des contenus et de la mise en place des expositions sera, sous réserve bien sûr de l'adoption du projet de loi, confié au Musée de la civilisation, une nouvelle institution donc qui prendrait place dans le pavillon Camérois du Séminaire de Québec, un bâtiment absolument magnifique au cœur de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, berceau de l'Amérique française, une inauguration qui pourrait avoir lieu dès le printemps 2026. Et par ailleurs, le projet de loi que nous
dont nous commençons l'étude prévoit que le musée aurait pour fonction d'établir des liens avec le réseau muséal québécois et d'assurer une présence du Québec dans le réseau international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. La création du Musée national d'histoire du Québec permettrait de faire rayonner l'histoire et la culture de la nation québécoise de façon extraordinaire et c'est aussi un geste fort pour stimuler la fierté des Québécoises et des Québécois, s'approprier son histoire, découvrir 400 ans de lutte pour la reconnaissance, une histoire parsemée de victoires, parfois de défaites, comme je l'indiquais un peu plus tôt. C'est s'offrir une carte vers un monde plus riche avec plus de profondeur. S'approprier son histoire, c'est s'offrir les outils pour comprendre comment le Québec en est venu à être une nation francophone en terre d'Amérique. C'est un outil, donc, dont tous les Québécois ont besoin, nos jeunes tout particulièrement. Et en terminant, je souhaite réitérer donc mes remerciements à tous ceux et celles qui vont s'exprimer. Je suis vraiment convaincu que cette démarche-là sera très constructive, donc j'ai très hâte de vous entendre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Alors, j'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle, les députés de Robert Baldwin, à faire ses remarques préliminaires pour une durée de 4 minutes et 30 secondes. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous. L'annonce de la création du Musée national d'histoire du Québec à la fin du mois d'avril cette année a déjà fait couler beaucoup d'encre et a suscité de nombreux débats, et ce, avant même le dépôt du projet de loi. Pourquoi? Parce que même si l'idée de créer un musée national consacré exclusivement à l'histoire du Québec, tel qu'énoncé dans l'intitulé du projet de loi, est louable, ce gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec ce projet monumental, avec des coûts estimés de 92 millions de dollars, sans études ni de planification stratégique, malgré aussi l'annonce du ministre des Finances le printemps dernier d'un budget assorti d'un déficit record de 11 millions de dollars et malgré les nombreuses crises de manque de financement dans différents secteurs de nos services publics et aussi dans le domaine de la culture. Dans les dernières années, et particulièrement depuis la pandémie, les musées régionaux protestent haut et fort du manque criant de ressources et le sous-financement du réseau muséal québécois. Ils font face à de nombreux défis non négligeables. Dans plusieurs régions du Québec, des musées mettent déjà en valeur l'histoire du Québec et contribuent à la vitalité culturelle des régions. Une question importante s'impose aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des chevauchements de certaines composantes de notre histoire avec l'arrivée d'un nouveau musée et quel sera l'impact de ce nouveau musée sur la survie de nos musées régionaux? Et ne n'oublions pas que l'annonce en grande pompe de la création du Musée national s'est faite sur les cendres du fiasco des espaces bleus. Un autre grand projet caquiste annoncé en 2021 pour la création des 17 espaces bleus. Ceci devait être aussi aménagé dans toutes les régions du Québec pour honorer l'histoire des héros et les bâtisseurs du Québec. Et nous connaissons très bien le sort des espaces bleus. On a commencé avec un budget initial de 259 millions de dollars pour 17 espaces bleus en 2021. On s'est rendu en avril 2023 avec un estimé de 153 millions de dollars pour 4 espaces bleus. Et évidemment, au mois de mars, on a mis un terme aux espaces bleus, les 4. Et donc, on était rendu à un budget au-delà de 1 milliard de dollars. Et donc, il va sans dire que, considérant le contexte économique actuel, les annonces antérieures de ce gouvernement de grands projets mal ficelés et sous-estimés, nous devrons porter une attention particulière aux travaux préalablement effectués avant le dépôt de ce projet de loi et dans les prochains mois. Chose est certaine, il sera d'une grande importance en tant que parlementaire de nous assurer que ce nouveau musée soit une représentation juste et non biaisée de l'histoire du Québec dont tous les Québécois seront fiers. Ce projet de loi va nous permettre d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du Québec. C'est la première fois en 40 ans que nous allons discuter ensemble de la création d'un nouveau musée national et des différentes composantes de l'histoire du Québec qui feront l'objet de ces expositions.
Et donc, j'ai très hâte d'entendre les groupes parce que je comprends juste par l'étude de quelques mémoires qu'il y a des grandes préoccupations, Monsieur le ministre, et donc je crois que ça va être très important de voir ensemble ces préoccupations et comment nous allons pouvoir les satisfaire pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole au député de Jean Lesage pour vos remarques préliminaires pour une durée de 1 minute 30 secondes. Merci, Madame la présidente. Alors, moi, je suis content qu'on ajoute un musée. Je suis content qu'on ajoute celui-là. Je pense que c'est une excellente chose. Le ministre le disait, c'est le seul musée exclusivement dédié à l'histoire du Québec ou de la nation québécoise. C'est extrêmement intéressant. Il y a évidemment des préoccupations qu'on avait soulevées à l'époque par rapport à comment est-ce que les Premières Nations inuites vont pouvoir contribuer au récit qui va être fait dans ce musée-là. Parce que, évidemment, notre histoire, puis ça a été mentionné, elle a été construite de façon inextricablement liée à celle des premiers peuples. Et je me dis, il faut qu'on trouve une façon de faire ça ensemble. Alors moi, c'est une préoccupation qui m'anime beaucoup, puis que je serais très intéressé d'entendre ce que les gens qui vont venir ici en audition témoigner, ce qu'ils en ont à dire, puis aussi, évidemment, ouvert à toutes les autres considérations. Et voilà, j'ai bien hâte de commencer le travail. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, je souhaite la bienvenue à Monsieur Martin Paquet, qui est professeur titulaire au département des sciences historiques de l'Université Laval. Alors, Monsieur Paquet, bienvenue. Je vous rappelle bonjour. Alors, je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Alors, je vous invite donc à commencer. Je me présente, Martin Paquet, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, historien spécialiste de l'histoire de la culture politique au Québec. Ce titre est impliqué dans la mise en place de plusieurs expositions destinées au grand public, au Musée de la Civilisation, au Musée des musées francophones, au Musée McCart, au Musée Pointe-à-Calière. Mes recherches ont porté notamment sur les relations entre la muséologie et l'histoire, ainsi que sur les usages publics du passé québécois et la commémoration. Donc, mon argumentaire va se déployer en 3 temps. Discerner rapidement l'importance de la recherche scientifique à l'œuvre dans les musées, en insistant sur l'histoire et la muséologie. Je vais prendre plus de temps pour exprimer mes préoccupations relativement au projet de Musée national d'histoire et je vais plaider enfin pour la nécessité d'une planification préalable en tenant compte de l'écosystème muséal québécois, un écosystème qui demeure fragile. Donc, il est important de bien voir que les musées aujourd'hui ne sont pas seulement que des lieux dans lesquels on entrepose des biens et des artefacts. C'est un lieu d'échange scientifique et c'est surtout un lieu dans lequel on assure une démocratisation de la culture au profit des citoyens et des citoyennes. Ces citoyens et citoyennes, lorsqu'ils sont présents dans un musée, ils ont affaire à une connaissance de pointe sur un domaine donné et ils peuvent ainsi, munis de ces connaissances et de cette compréhension, justement, intervenir et agir à l'intérieur de la communauté politique. Donc, ça se fait grâce à l'éventail de disciplines scientifiques, entre autres celle de l'histoire, dans le cas des musées à vocation historique, et de la muséologie. Dans le cas de l'histoire, un élément qui est particulièrement important ici, ce n'est pas seulement la narration d'un récit qui est présent ici, mais c'est beaucoup plus, et c'est la volonté de la discipline historique, de faire comprendre ce qui s'est passé. Et c'est essentiellement sur cette démarche, qui est fondée sur la production de connaissances, que l'histoire travaille dans le cadre d'un musée. Dans le cadre de la muséologie, ici, on concentre beaucoup plus la question de la transmission. Et là, la transmission du savoir sur le passé permet d'habiliter les citoyens et les citoyennes par toute une série de gammes de procédés qui vont relever de la vulgarisation scientifique, de la communication muséologique, pour constituer ce qu'on appelle un lieu d'expérience qui va toucher l'affect des visiteurs. Et ce lieu d'expérience, c'est celui du musée. En deuxième temps, j'ai des préoccupations concernant la viabilité du projet. Bien, comme bien des gens, je suis évidemment comme historien très sensible à la création d'un musée d'histoire et je
que je suis tout à fait sensible à la pertinence que peut avoir ce musée, justement, pour la société québécoise. Mais il y a 3 éléments qui sont à relever qui concernent la viabilité du projet. Ils concernent, entre autres, les fonctions des 2 institutions, d'une part le Musée de la civilisation et d'autre part le Musée national d'histoire du Québec, l'apparence de double emploi dans un deuxième temps et l'enchâssement de l'éventuel musée dans l'écosystème muséal. Donc, dans le cadre du premier élément concernant les fonctions des 2 institutions, la Loi des musées nationaux, dans son article 4.1, accorde comme fonction au Musée de la civilisation, de faire connaître l'histoire, je souligne, et les différentes composantes de notre civilisation, notamment les cultures matérielles et sociales des occupants du territoire québécois et celles qu'ils ont enrichies. Donc, il y a d'autres éléments qui sont présents. Je vais passer rapidement. Et cette fonction est assez ancienne parce que dès 1983, le législateur l'a prévue. Elle correspond ici, cette fonction, aux disciplines de l'histoire et de la muséologie qui veulent produire des connaissances et les diffuser. Elle tient compte aussi de l'évolution temporelle des contenus muséaux, parce qu'un musée de société est nécessairement à l'origine un musée d'histoire, puisque ses collections et ses expositions présentent des objets anciens qui relevaient du temps présent et que ces objets s'inscrivent dans une continuité historique pour être bien compris par le public. Donc, pour s'en convaincre, il suffit d'aller voir les expositions du Musée de la civilisation, entre autres la toute dernière exposition de Québec autrement, qui a un contenu historique qui est présent là-dedans. Le projet de loi 64, l'article 2, me donne comme mandat au futur Musée national d'histoire de faire connaître et de promouvoir l'histoire du Québec, je souligne encore ici, sa nation, son identité distincte, ainsi de faire témoigner de l'évolution de la nation québécoise et de la part des communautés qui ont façonné son parcours et son territoire. Si l'historien que je suis convient à la fonction de faire connaître l'histoire, il considère d'une part que celle de la promouvoir ne relève pas de la discipline historique ni de la muséologie, qui insiste beaucoup plus sur la diffusion, rappelons-le. La promotion relève ici du monde des stratégies publicitaires, où on met à marché un produit ou un effet qui sont simplifiés au fait de l'adhésion du public. La promotion est univoque, elle privilégie un produit ou un seul effet. Or, dans un musée, surtout un musée d'histoire, et là, l'exemple que je vais vous donner, c'est celui du Smithsonian à Washington, c'est montrer la richesse et la complexité du passé national là-dessus. Et donc, de ne pas privilégier seulement qu'une trame ou qu'un seul affect, aussi bon, aussi légitime soit-il, à l'exemple, par exemple, de celui de la fierté, mais de montrer, au contraire, la grande pluralité qui est présente ici en tant que telle. Et ça correspond. La notion de promotion ici ne répond pas à la mission pédagogique des musées qui s'adresse ici à l'ensemble des citoyens. Il serait mieux d'insister beaucoup plus sur une mission de diffusion par rapport à cela. J'ajouterais un élément aussi à l'apparence de double emploi entre le musée de la civilisation et le futur musée national d'histoire. Les 2 musées possèdent des fonctions de faire connaître l'histoire du Québec. Le musée de la civilisation s'intéresse aux différentes composantes de notre civilisation. Le projet de loi qui accorde au futur Musée national d'histoire et de faire connaître aussi l'histoire du Québec, sa culture et son identité distincte. On conviendra rapidement que ces 2 intentions, si elles ne sont pas semblables, sont passablement similaires. Ensuite, il y a des éléments qui relèvent ici de l'allocation des ressources, et des ressources à la fois matérielles et des ressources humaines. Et d'une part, les collections matérielles. Bien sûr, il y a une collection qui est particulièrement importante au Musée de la civilisation. On parle de 680 000 objets, artefacts. Or, quels sont les critères qui sont retenus pour le partage ici de ces objets et artefacts entre les 2 institutions? Que faire lorsqu'un objet relèvera à la fois des missions du Musée de la civilisation et du futur Musée national d'histoire? Prévoit-on des procédures de prêt ou d'échange? La constitution de collection repose sur des critères qui sont bien définis et des exigences de maintien et de mise en valeur. Comment s'assurer que ces critères et ces exigences sont bien respectés dans le cas du démantèlement de la collection du Musée de la civilisation? Et ça, c'est un des éléments qui sont particulièrement inquiétants, je le dirais ici, en termes de ressources matérielles. C'est le même phénomène qu'on retrouve ici avec les ressources humaines. Pour travailler avec les gens du monde muséal à plusieurs reprises, ce sont des gens qui se constituent des équipes de qualité et qui sont à la fine pointe du savoir. Or, le projet de loi prévoit, dans son article 11,
sous réserve des conditions de travail qui sont applicables, que les employés du Musée de la civilisation, identifiés dans une entente conclue entre celui-ci et le Musée national d'histoire, deviennent des employés du Musée national d'histoire du Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on va ici réaffecter les ressources humaines et on va réduire le nombre d'employés qui sont présents au Musée de la civilisation. On va affilier des équipes, éventuellement, des équipes muséologiques qui ont déjà connu une attrition importante des effectifs depuis 2016. Et on ne tient pas compte nécessairement des critères de sélection. On n'indique pas des critères de sélection des employés concernés en pensant qu'ils sont interchangeables. Et ça risque d'avoir un effet important, je dirais, sur le nécessaire dialogue interdisciplinaire à l'œuvre dans les musées. Le troisième élément qui est de préoccupation concerne l'enchâssement de l'éventuel musée national dans l'écosystème muséal du Québec. Bon, évidemment, il y a des relations entre le musée de la civilisation et le musée national d'histoire. Je pourrais évoquer aussi le cas spécifique du musée d'Amérique francophone, dont l'intégration au futur musée pourrait être envisagée selon des modalités qui restent à discuter. Je veux aussi souligner l'emplacement même du futur musée au sein de l'ensemble immobilier du Séminaire de Québec et surtout au cœur de l'arrondissement historique du Vieux-Québec qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ces conditions, de quelle manière tiendra compte des enjeux de l'authenticité et de l'intégrité patrimoniale, des enjeux qui sont déterminants pour l'obtention et le maintien de la classification de l'UNESCO? Avec quels partenaires va-t-on fonctionner, notamment les partenaires municipaux, et je parle entre autres de la Ville de Québec? Et l'enchâssement se dépasse au-delà de la Ville de Québec. Et on parle évidemment des musées québécois qui constituent un écosystème qui est relativement fragile. On parle de 124 institutions muséales agréées et soutenues dans le cadre du programme d'aide au fonctionnement par les institutions muséales. Et c'est dans une période où il y a des questionnements qui se posent en matière budgétaire. Cela porte en conséquence en tant que tel, parce que ces institutions répondent à leur manière et selon leur capacité limitée aux nombreuses demandes sociales de leur région et de leur communauté. Le journaliste Stéphane Baillargeon du Devoir soulignait en fin de semaine que les 3/4 des dépenses totales de l'administration publique dans la culture bénéficient à 2 et seulement 2 des 17 régions administratives, soit Montréal et la capitale nationale. L'image de 2 luxuriantes oasis au milieu de déserts plus ou moins arides pourrait s'imposer. Fin de citation. Donc, dès là, comment l'introduction d'une nouvelle institution muséale aura-t-elle des impacts sur les autres acteurs institutionnels de cet écosystème, impacts qui sont à la fois Monsieur financiers... Paquet, je m'excuse de vous interrompre. Votre temps, votre 10 minutes est écoulé. Alors, je suis vraiment désolée, mais je vous remercie pour votre exposé. Alors, nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour une période de 16 minutes et 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Paquet, d'avoir pris le temps, je le disais dans mes remarques préliminaires, d'avoir mis du temps, de l'énergie et d'amener votre point de vue dans l'étude de ce projet de loi. Donc, je vous remercie d'être ici. Je vous remercie particulièrement parce que vous avez dit dans les médias... et vous avez fait allusion tantôt aux entrevues que vous avez données, que vous souhaitiez un processus de consultation. Donc, on en est à cette étape aujourd'hui et vous êtes là, donc je l'apprécie. Vous avez assurément pris connaissance de notre projet de loi en détail. C'est un petit projet de loi pour un grand projet, mais un petit projet de loi, 13 articles seulement. Vous avez probablement vu que la gouvernance du musée serait semblable à celle des autres musées nationaux, notamment avec, bien sûr, un PDG, mais quand on parle de gouvernance, le conseil d'administration. Est-ce que vous considérez que cette gouvernance qui sera évidemment indépendante, qui sera la même que dans tous les autres musées nationaux, va permettre au Musée national de l'histoire du Québec d'avoir des démarches scientifiques reconnues dans l'élaboration de ces contenus? Parce que vous posez beaucoup cette question-là. Est-ce que ça vous rassure de voir que ce sera la même chose que dans les autres musées? Puis est-ce que vous pensez qu'il aura donc cette indépendance? Bon, je me réjouis justement de l'affirmation voulant qu'il y ait et selon les principes de bonne gouvernance, qu'il y ait une indépendance entre, d'une part, l'institution politique québécoise, et entre autres l'État québécois et son gouvernement, d'autre part, et ensuite, d'autre part, avec l'institution que sera le futur Musée national d'histoire. Parce que cette indépendance-là est
essentielle, elle est indispensable pour la bonne marche, justement, d'un musée. Et un musée, pour qu'il puisse remplir bien cette fonction, il doit donc tenir compte ici de des sollicitations qui viennent de l'ensemble des citoyens, d'une part, et aussi des contraintes qui sont d'ordre à la fois humaines et budgétaires, qui sont d'autre part. Et là, il y a beaucoup plus de réticence par rapport au budget. Il reste savoir s'il y aura des nouvelles sommes qui seront allouées, est-ce qu'il y aura du nouveau personnel embauché, est-ce que le musée pourra mener à bien cette mission en tant que telle, sans nécessairement dégarnir les autres acteurs de l'écosystème. Et les autres acteurs de l'écosystème, ici, qui sont particulièrement fragiles. Et bon, je vais faire allusion à un musée que j'aime bien, moi. C'est le musée de la Gaspésie. Vous êtes allé, d'ailleurs, tout récemment au musée, juste à côté, au musée du manoir de Boutillier. Vous savez que ces petites institutions sont particulièrement importantes en point de vue régional là-dedans. Et on compare un musée de la Gaspésie, grosso modo, au musée, d'ailleurs, il se compare volontiers en termes de mission avec le musée de la civilisation. Et le problème qu'on voit là-dedans, c'est que les budgets ne sont pas du tout similaires et que la possibilité de progression pour assurer la mission de ce musée est relativement restreinte. Donc, lorsque on arrive avec une nouvelle institution là-dedans, il est donc important de savoir quels sont les autres acteurs là-dedans. Et là, c'est un élément qui relève ici de la gouvernance et qui relève justement de la planification stratégique ici, pour être plus précis. Donc, et c'est pour ça qu'il me semble particulièrement important de pouvoir cerner cet élément. Bien, puis c'est un sujet de discussion très pertinent, comprenez-moi bien. Je pense qu'on pourrait effectivement en parler longtemps, mais je veux vraiment préciser ma question qui porte sur l'indépendance puis sur la démarche scientifique. Est-ce que le cadre que nous proposons, c'est-à-dire le même que pour tous les autres musées nationaux, est-ce que, selon vous, c'est rassurant? Est-ce que ça vous rassure sur l'indépendance du musée et sur le caractère scientifique des expositions, du caractère scientifique de la conception des expositions qui vont y être présentées? Comme toute organisation émanant de l'État, normalement, les normes nous permettent justement d'assurer une indépendance. Comme par exemple, on peut le remarquer pour la SAQ, on peut le remarquer, par exemple, pour d'autres instances. Donc là-dessus, à l'instar des autres instances de l'État, il y a une volonté d'assurer cette indépendance. Et ça, selon moi, je m'attendais à pas moins que cela. Parce que pour que l'État puisse fonctionner, et entre autres, dans le cadre de ces institutions, il est donc nécessaire d'assurer une autonomie et une capacité d'action là-dessus. Et que vous l'ayez inscrit, bien, selon moi, bien sûr, ça me rassure. Mais je vous dirais que ce qui est important, ça va de soi. Et ça va de soi que ça soit présent ici. Bien, je le mentionne et je pose la question parce que vous avez quand même exprimé des doutes. Donc, je veux juste préciser encore une fois, ce que je comprends, c'est donc que vous êtes rassuré sur la démarche scientifique que va mener le musée. Démarche scientifique sera la même que pour tous les autres musées nationaux. Je vais préciser, ce ne sont pas des doutes, ce sont des appréhensions. Et donc, ce sont des appréhensions, si vous, comme étant le principal responsable, justement, de ce dossier, me donner des éléments pour me rassurer, pour réduire mes appréhensions, eh bien, je les reçois. Peut-être que je peux en ajouter donc une couche pour vous rassurer, puisque vous m'invitez à le faire. Je pense, et je ne veux pas vous mettre de mots dans la bouche, mais je pense pas me tromper si je dis que vous appréciez le travail du Musée de la civilisation, que vous appréciez sa démarche et que vous trouvez que ce sont des professionnels. Je le disais d'entrée de jeu, c'est l'équipe du Musée de la civilisation, donc les professionnels qui y travaillent, qui seront appelés à travailler sur les premières expositions. Ça, est-ce que ça vous rassure? Bien sûr, ça me rassure, parce que j'ai travaillé avec ces gens, ce sont des gens d'ailleurs parfois que les contribuables formés, et que ce sont des professionnels dans leur domaine, et je peux attester de leur professionnalisme à cet effet. Ma crainte n'est pas là. Ma crainte est par rapport au maintien de ces équipes. Et concernant les effectifs qui sont octroyés et les moyens qui sont alloués pour qu'ils puissent remplir efficacement leur mission. Et là, c'est autre chose ici. Oui.
D'accord. Donc, sur le contenu, en tout cas, je comprends que vous avez des éléments pour vous rassurer. Musée de la civilisation, même gouvernance que dans les autres musées nationaux. Donc, j'entends bien ça. Sur les ressources, peut-être juste une précision, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Précision à l'effet que les gens qui ont été embauchés pour travailler sur ce projet, qui était auparavant l'Espace Bleu, qui a migré vers le Musée national, ce sont des ajouts qui ont été faits expressément pour ce projet-là. Et ça ne touche en rien l'équipe habituelle, donc l'équipe régulière du Musée de la civilisation à Québec. Donc, il n'y aura pas d'équipe amputée. On ne coupera pas dans l'équipe. L'équipe va rester intacte, c'est-à-dire que les gens qui ont été embauchés pour ce projet-là probablement vont migrer. Bon, pour ceux qui le souhaitent, tout ça, il y aura des discussions, mais ce que vous aviez avant, le projet des Espaces Bleus, Musée national de l'histoire du Québec, en tant qu'équipe, va en nombre, j'entends bien, là, en nombre de TC, va demeurer. Donc ça, je pense que c'est une précision qui est importante. Peut-être J'aimerais oui. Excusez-moi, j'aimerais te rassurer également sur non seulement la question du nombre, mais aussi concernant les compétences scientifiques. L'équilibre des compétences scientifiques est particulièrement important pour la mission muséale. Et ça, c'est un élément qui me semble important à la fois pour le musée de la civilisation et pour le futur musée d'histoire. Donc, si on débalance... Bien sûr. Bien, on vient de parler de la... Si vous me rassurez, c'est la... Oui, je vous rassure. On vient de parler de la compétence des employés du Musée de la civilisation, d'ailleurs, qui doivent être contents d'entendre ça. Ça fait plaisir, j'imagine, d'entendre pour eux. Donc, il y en aura, on imagine bien plusieurs qui étaient attitrés à ce projet-là, qui vont migrer vers le Musée national de l'histoire. Donc, vous avez déjà une piste là pour vous rassurer sur la compétence des gens qui vont se retrouver au MNHQ. Puis sinon, pour les postes à combler, bien évidemment... ce n'est pas le ministre ni le ministère, c'est l'institution elle-même, son PDG, évidemment, qui procède aux embauches. Moi, j'ai tout à fait confiance, mais j'aurais peut-être les mêmes appréhensions, mais je m'en remets à eux. Je suis certain qu'ils arriveront à embaucher les meilleurs professionnels. Je veux rapidement peut-être vous parler du double emploi. Je vous avoue que ça me fait tiquer un peu quand on me parle de ce double emploi, quand on dit le Musée de la civilisation a déjà dans sa mission une partie donc de cette mission qui est liée à la mise en valeur de notre histoire. C'est vrai, la nouvelle exposition sur le Québec, elle est magnifique, je suis allé la visiter, mais c'est une exposition parmi beaucoup. Donc, est-ce que vous convenez que c'est la création du Musée national de l'histoire, ça fait en sorte que pour la première fois, on aura un musée qui serait exclusivement lié à l'histoire? On convient de ça, c'est une évidence? Non, c'est... D'une part, bon, de donner l'exemple de l'exposition Le Québec autrement, je pourrais vous mentionner les autres expositions qui sont présentes qui ont déjà un contenu historique aussi. Oui. Par exemple, celle sur la lutte, il y a un contenu historique, là. Effectivement. Et même, bon, évidemment, je pourrais même sortir l'exemple des gladiateurs, qui est encore un contenu très historique ici. Qui est moins lié au Québec, par contre. Donc, c'est moins lié au Québec, mais on fait des liens également. Et ça, on met d'ailleurs en valeur des éléments de la collection aussi qui sont présents ici. Donc, évidemment, je me réjouis. Comme je vous dis, on n'est pas contre la tarte aux pommes, là, dans un certain sens. On est en faveur, justement, on est en faveur de la vertu, puis on est en faveur, évidemment, de la création d'un musée qui se portait spécifiquement sur l'histoire québécoise. L'histoire québécoise compris dans une dimension large. L'exemple du Smithsonian à Washington me semble tout à fait approprié à cet effet, justement. C'est pas seulement un musée qui est là pour mettre en valeur le patriotisme américain, mais c'est un musée qui nous permet de comprendre l'expérience américaine à travers le temps. Et si le Musée national d'histoire du Québec remplit cette fonction-là, bien, ça serait très heureux. Donc, il faut y accorder des moyens. Et ces moyens sont importants. Je comprends bien. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de visites de musées. Quand je dis « on », évidemment, c'est pas moi, c'est l'équipe du Musée de la civilisation, mais pour s'inspirer des meilleures pratiques. Mais je reviens sur le double emploi parce que je sais que ça va revenir souvent. Je sais que ça va revenir souvent au cours des consultations. Et quand je vous dis que ça me fait tiquer, ça me fait tiquer parce qu'il n'y a pas de musée, donc on en convient, là, ça c'est une évidence, il n'y a pas de musée exclusivement dédié actuellement à l'histoire du Québec. Le Musée de la civilisation, je le répète, oui, avec une expo, parfois avec quelques expositions comme celle sur la lutte, vous avez raison, qui va parler de lutteurs québécois. Et ça, c'est une exposition qui pourrait se retrouver au Musée national de l'histoire du Québec, vous avez raison, mais quand on parle de gladiateurs ou d'Égypte ancienne, on est ailleurs. Et ce double emploi, pour moi,
il est déjà présent dans d'autres institutions. Prenez le Musée d'art contemporain, par exemple, qui présente donc de l'art contemporain. Art contemporain qui se retrouve aussi en partie au Musée national des beaux-arts du Québec. D'ailleurs, il y a une embauche en ce moment qui a fait jaser, vous avez probablement vu ça, qui vise spécifiquement le poste de la personne qui s'occupe de l'art contemporain au Musée national des beaux-arts. Donc, il y a un chevauchement là aussi. Mais évidemment, l'art contemporain n'est pas le sujet principal au Musée national des beaux-arts du Québec. Est-ce que, puisque ça existe dans d'autres musées, ça ne pourrait pas aussi exister pour le Musée national de l'histoire? En quoi il y a une contradiction là ou une impossibilité de faire les deux? Je ne parle pas de contradiction ou d'impossibilité. Je parle de la capacité de planification qui est importante là-dedans. Bien sûr, les musées dans le monde ont souvent des missions qui ne vont pas nécessairement se chevaucher, mais qui vont être complémentaires les uns avec les autres. Et dans le cadre des musées à vocation généraliste, comme le Musée de la civilisation, ici, il va de soi qu'il y aura, dans le fait qu'on ait un musée plus spécialisé, par exemple, si on avait un musée sur la science et la technologie qui serait nécessairement plus spécialisé et qui reprendrait évidemment les éléments qui sont présents dans le cadre de... Donc, ici, ce qui est important de s'assurer, c'est de l'arrimage entre les... Et ça, évidemment, ce sont des éléments de bonne gouvernance. Ce sont aussi des éléments de gestion et de planification à long terme qui sont importants à traiter ici. Et donc, s'assurer que ces arrimages, pour éviter qu'il y ait justement une redondance des messages qui sont présents ici. Oui. Ça me semble particulièrement important à établir. Et pour ça, il faut donc planifier. Et je suis d'accord avec vous. Et ce qui peut nous rassurer tous les deux, donc, sur cette question-là, je pense, c'est le fait que tout ça démarre avec les équipes du Musée de la civilisation, qui, évidemment, sont très au courant de leur propre contenu et qui planifient et qui vont planifier le contenu du Musée national de l'histoire. Donc, je pense que c'est rassurant. Il me reste très peu de temps, mais je voudrais... 2 minutes 33 secondes. 2 minutes et demie. Je voudrais peut-être juste que vous précisiez votre pensée sur la promotion, parce que quand vous avez mentionné ça tantôt, ça m'a fait sursauter et j'ai vérifié. Quand vous regardez la loi sur les musées nationaux, cette notion de promotion, elle s'applique à d'autres institutions muséales. Par exemple, le Musée d'art contemporain, c'est dans sa mission de faire la promotion. Le Musée national des beaux-arts, c'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que pour le Musée national de l'histoire, faire la promotion de l'histoire, ça ne pourrait pas, comme par exemple ces deux autres musées, c'est à l'article 23, 24 de la loi sur les musées nationaux. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une distinction ou une incompatibilité dans le cas du MNHQ? Donc, ce qui est important là-dedans, c'est peut-être de préciser ce qu'on entend par promotion, effectivement. Donc, la manière qu'on indique la promotion ici, c'est une promotion à une fin particulière. Et cette fin particulière, dans le cadre des institutions muséales, c'est la démocratisation de la culture. C'est d'assurer que cette culture soit diffusée et transmise et valorisée parmi l'ensemble des citoyens. Donc, lorsqu'on fait une indication comme étant la promotion de l'histoire, la promotion de l'histoire, on présente le produit histoire ici. Alors, le produit histoire, de cette façon, il est même assez circonscrit. Si on lui donne la mission ici, à quelle fin qu'on lui la donne, et en termes justement de démocratisation, et en termes justement d'habilitation citoyenne, pour prendre un terme savant ici, de permettre aux citoyens et aux citoyens de disposer d'une compréhension de la société, une compréhension qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'histoire. Ici, là, ce qui est en fonction, le terme promotion porte moins à caution ici. Il sonne moins comme étant... On est dans un monde de nuances. Et là, je pense que le temps file. 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Peut-être juste pour... je prends les dernières secondes pour vous remercier puis vous dire qu'au fond, j'ai l'impression que vous n'êtes pas contre le projet. Je ne veux pas vous mettre de mots dans la bouche, là, mais que vous souhaitez qu'il se fasse de la bonne façon. Donc, j'espère avoir... puis on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler, mais j'espère vous avoir donné des éléments pour vous rassurer dans vos appréhensions. Il sera donc extrêmement important, il a été plaidé enfin là-dessus, il sera donc très important, comme la création du Musée de la civilisation à l'époque, de faire un nouveau rapport Arpin. Et un nouveau rapport Arpin permettrait à vous, comme décideurs politiques, d'être le mieux planifier l'offre muséale en matière d'histoire du Québec.
Merci, M. Paquet. Merci, M. le ministre. Alors, maintenant, je cède la parole à la députée de Robert Baldwin pour une période de 12 minutes et 23 secondes. OK. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Paquet, bonjour et merci beaucoup pour vos paroles aujourd'hui et surtout pour votre mémoire quand même fort intéressant, étoffé, surtout concernant vos préoccupations liées à la création d'un nouveau musée national de l'histoire du Québec. Et j'aimerais tout de suite que nous continuions la discussion concernant, parce qu'en lisant votre mémoire, toute cette question de la nécessité, est-ce que c'est nécessaire de créer un nouveau musée de l'histoire dans l'écosystème muséal actuel? Et toute la question d'une planification préalable. Planification préalable, et là, on rejoint votre point concernant ce fameux rapport de Roland Harpin. Et vous avez mentionné vers la fin de votre mémoire, et j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, parce que pour moi, c'est comme fondamental. C'est le cœur de cet enjeu de la création d'un nouveau musée. C'est l'impact que ça va avoir sur l'écosystème, nos musées régionaux, aussi en ce qui a trait à l'économie, le financement, parce qu'on sait déjà là, que les musées régionaux, il y en a beaucoup qui souffrent, il y a du sous-financement. Et donc, toute la question de l'impact de cette planification préalable, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que moi aussi, et je ne suis pas la seule qui est préoccupée par l'impact qu'un nouveau musée pourrait avoir. Donc, j'aimerais vous entendre sur toute cette question de rapport Harpin 2.0. Eh bien, je vais vous donner un rappel historique rapide. Oui. Lorsqu'on a créé le Musée de la civilisation et qu'on a commencé à discuter justement de la nouvelle mission qu'on accordait au Musée du Québec, puis on scindait justement le Musée du Québec pour créer un Musée de la civilisation, c'était une question qui était éminemment politique. On parle du début des années 80, on parle d'un gouvernement souverainiste à Québec, on parle évidemment d'une apparence d'intervention, mais on parle surtout également, bon, d'un côté, en 84, Québec devient joyau du patrimoine mondial, et c'est une période de restriction budgétaire qui est particulièrement importante. Le gouvernement de Robert Bourassa se fait élire en 85, et là, devant le tollé, devant les problèmes qui sont présents dans la mise en place du Musée de la civilisation, on dit, bien écoutez, on va s'asseoir, on va étudier la situation des musées au Québec. Et il a mandaté justement Roland Harpin pour faire ce rapport, qu'il a déposé en 1988, qui a permis justement, d'une part, de bien cibler la mission du Musée de la civilisation, de bien comprendre la place du Musée de la civilisation au sein de l'écosystème québécois, d'outiller l'écosystème québécois en matière muséale de moyens. Et ça a permis, pendant plusieurs années, justement, le développement d'un musée au Québec, 2 musées au pluriel, là, au Québec, qui sont particulièrement actifs, qui remplissent leur mission en termes de démocratisation de la culture, qui sont l'envie de bien du monde à travers le monde. Donc, cette nécessaire planification, l'exemple de Roland Harpin en 1988 nous le donne. Si nous faisons, parce que le monde a changé, on parle de 36 ans plus tard, lorsqu'on entendait le ministre tout à l'heure parler, par exemple, du numérique, la question, justement, on peut parler de la question du réseautage, le rôle de l'informatique, par exemple, ainsi de suite. Ce sont des éléments qui jouent beaucoup maintenant dans l'expérience muséale. Donc, tenir compte de ces réalités, entre autres, ou encore aussi de tenir compte des enjeux d'ordre budgétaire également. Aussi, je dirais aussi la dévolution des compétences qui sont présentes entre les institutions à la fois locales, régionales et nationales. Il est donc important ici d'enquêter et de s'asseoir à cette question. Il y avait déjà une politique sur les musées en 2000 sous Agnès Maltais. Il y a eu une consultation qui a été faite en 2013, justement par un groupe de travail sur les musées. Là, nous en sommes en 2024 et
comment prévoit-on les 5 ou les 10 prochaines années? C'est un peu curieux comme historien de vous dire que moi, comme historien, mon objectif, mon champ d'expertise, c'est le passé, mais là, il faut voir l'avenir. Et là, c'est important de pouvoir se prévoir dans l'avenir, et c'est le rôle des décideurs politiques de s'asseoir sur des connaissances probantes qui leur permettront justement de mieux planifier une offre muséale qui réponde à sa mission. Donc, évidemment, il faut regarder au niveau du passé, oui, pour voir ce qu'on va faire dans l'avenir, pour pas non plus causer des conséquences néfastes lors de la création d'un nouveau musée sur l'écosystème muséal au Québec. Donc, d'après vous, en termes de est-ce que ce projet de loi est comme précipité? Est-ce qu'on n'aurait pas, au lieu de déposer un projet de loi, d'avoir fait cette étude, d'avoir commencé avec une étude approfondie concernant le système actuel pour déterminer les impacts, les aboutissants et tout ça? Bon, écoutez, je reviens encore à l'exemple du passé. La loi qui a instauré, entre autres, le ministère, le musée de la civilisation a été antérieure au rapport Harpin. Il est toujours possible, mais pour donner une capacité au musée, il a donc été nécessaire de s'adjoindre un rapport qui documentait la situation et qui lui permettait par la suite à ce musée d'avoir les moyens et d'avoir les capacités de mobiliser des connaissances, de mobiliser des ressources pour pouvoir remplir sa mission. Donc, je ne dirais pas que le projet de loi n'est pas utile maintenant. Je dis qu'il est utile parce que, dans un certain sens, il est donc important de lancer l'initiative. Par contre, la précipitation, ici, et surtout en matière décisionnelle, et surtout en termes de planification, c'est quand on est pressé qu'on fait des erreurs. Et ça, il est donc important de bien s'assurer, d'autant plus que ça a des conséquences importantes, des conséquences financières, mais aussi des conséquences en termes, je dirais, civiques, qui sont particulièrement importantes dans le cadre des musées. Donc, c'est donc important de pouvoir documenter ici. Donc, tel qu'il a été fait en 1988, avec l'étude, le rapport Harpin, on devrait faire la même chose aujourd'hui. On devrait faire une étude, planification stratégique, afin de s'assurer que ce musée n'aura pas d'impact, des conséquences néfastes au niveau de l'écosystème, mais aussi pour prévenir les chevauchements, tels que vous avez mentionné tantôt. En effet, puis en tenir compte aussi des doléances des autres institutions. Il y a 124 musées au Québec. Oui. Là, je ne parle pas des centres d'interprétation, je ne parle pas des autres lieux de culture qui ont une dimension de présentation du passé ou de présentation de dimension muséale au Québec. Donc, de pouvoir faire un inventaire de la situation permettrait de montrer justement la pertinence sociale du futur musée. De vous dire, bon, là, on dirait, non seulement il n'y a pas de il n'y a pas nécessairement de chevauchement en termes de fonction, non seulement il y aura moins d'inquiétude par rapport à l'allocation des ressources matérielles humaines, mais il y aura aussi une capacité de dire, voici cet apport nouveau-là, c'est un nouveau, pour utiliser une expression, une image, un nouveau joyau qu'on ajoute à un ensemble ici. Et s'enchâsse bien dans cet ensemble. Et pour qu'il puisse bien s'enchâsser dans cet ensemble, il est donc important de connaître, justement, l'état actuel de l'écosystème muséal. Nous avons des éléments de connaissance. Le groupe de travail de 2013 avait déjà identifié des éléments qui étaient présents ici en termes de préoccupation du monde muséal. Évidemment, la situation depuis 2013 s'est transformée. Il y a eu les enjeux d'ordre budgétaire qui se sont posés. Il y a eu des enjeux également aussi de transformation des musées depuis 2013 qui ont joué. Mais une mise à jour serait tout à fait
permettrait une décision, une action beaucoup plus optimale. Donc, M. Paquet, prochaine démarche, selon vous? Ça serait quoi nos prochaines démarches? Bien, la prochaine démarche, c'est nécessairement, selon moi, la mise sur place d'un nouveau rapport Arpin qui serait reçu par le ministère de la Culture et qui pourrait orienter les décisions politiques par la suite en termes de planification et en termes de mise en valeur du milieu muséal. Okay. Et qui siégerait sur ce comité? Eh bien, les gens du milieu, d'une part. Les gens du milieu s'y connaissent bien. Là. Je pense que la représentation régionale est importante. Je pense aussi que la représentation des premiers peuples est particulièrement importante. Je pense aussi que la représentation des citoyens un peu partout. Et l'article de Stéphane Bergeron était passablement inquiétant quand il mentionnait que 2 régions reçoivent la manne par rapport à l'ensemble des régions du Québec. Et je pense que la plupart des régions du Québec devraient être sollicitées ici. Et en tenant compte, évidemment, c'est un exercice citoyen ici qu'on parle de... Et cet exercice citoyen, il est donc important d'avoir des gens qui proviennent aussi du monde scientifique, du monde qui viennent des universités, qui viennent des musées, qui... ne sont pas seulement que des historiens, là, ma paroisse uniquement. Les muséologues sont importants, les avocats, c'est important, des gens qui contribuent au 3D, c'est important également, l'industrie numérique. Mais il faut assurer cette diversité, et cette diversité en termes de régions, en termes de groupes sociaux, en termes évidemment, les Premières Nations, ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Paquet. Très intéressant. Merci, Madame la députée. Alors, je cède maintenant la parole au député de Jean Lesage pour une période de 4 minutes et 8 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Paquet, pour votre présentation, votre mémoire que j'ai lu avec intérêt. J'ai une question. Bon, vous dites qu'il y a un risque de chevauchement quand même dans les fonctions du Musée de la Civilisation et du nouveau musée qu'on veut faire, entre autres parce que les deux ont pour mission d'une façon différemment formulée, mais traiter de l'histoire du Québec. En gros, là, ou des peuples qui y habitent, etc. La mission, la fonction du Musée de la Civilisation a l'air quand même plus large dans sa définition. Est-ce que vous pensez que, et là je pose la question vraiment très concrètement en prévision de l'étude détaillée qui va avoir lieu après les audiences publiques, c'est que, est-ce qu'on devrait par exemple en profiter pour modifier la fonction du Musée de la Civilisation pour éviter les chevauchements, par exemple, ou on devrait amener une précision à la fonction du nouveau musée, ou pensez-vous que, par exemple, le fait que les deux musées, finalement, ils vont avoir des employés en commun, de ce qu'on a compris, mais aussi, on présume qu'ils vont se parler et qu'ils ne feront pas des expositions sur le même sujet en même temps. Comment vous voyez ça? Comment, voilà. D'une part, c'est à souhaiter qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux musées en tant que tel. Bon, d'une part, je vous dirais que le Musée de la Civilisation, malgré les contraintes budgétaires, malgré les problèmes d'effectifs, ainsi de suite, c'est un musée qui remplit très bien sa fonction. C'est un musée qui attire les citoyens, qui les habilite et qui sont capables de faire des expositions qui sont remarquables en tant que telles, et surtout qu'on leur donne les moyens à cet effet-là. Et ça, c'est une chose qui... Ma préoccupation, par rapport au Musée de la Civilisation, ne serait pas de changer le mandat, mais au contraire, d'accroître les moyens de ce musée pour qu'il puisse remplir son mandat. Peut-être un élément, là, vous parlez du futur Musée national d'histoire, là, il y aurait peut-être un élément de précision ici qui pourrait être donné. Parce que lorsqu'on parle d'histoire, on confond souvent l'histoire et mémoire. Et c'est dans ce sens-là ici que je vois la volonté de valoriser la fierté. La fierté, c'est un sentiment qui est tout à fait légitime, mais c'est un sentiment qui ne relève pas de l'histoire, qui relève ici de la mémoire, du sentiment d'appartenance que nous avons à une communauté. Et on peut être fier d'appartenir à une communauté, on peut se sentir aussi coupable d'appartenir à une communauté. Or, quand on fait un musée d'histoire, on est là pour faire comprendre le passé.
Et ça, c'est un élément qui me semble important à faire définir ici. Donc, ça veut dire que c'est un ensemble d'affects qui sont concernés. Un ensemble d'affects, la compréhension, ça, vous pouvez être choqué, vous pouvez être révolté, vous pouvez être, au contraire, enflammé, fier, heureux, désolé, ainsi de suite. C'est une gamme de sentiments que la compréhension peut fournir. Et il me semble ici qu'il serait important de bien définir justement que ce musée a une vocation de compréhension historique et non pas seulement qu'une dimension d'ordre mémoriel ici. Et enfin, bon là, à ce moment-là, ça demande aussi une nécessaire coopération des partenaires muséaux, justement pour éviter la concurrence. Il reste à peu près 20 à 30 secondes. Est-ce que c'est compatible mémoire et histoire? Et vous disiez justement là, dans la fonction du musée qu'on parle de promotion, puis que c'est un verbe un peu problématique. On aurait parlé de diffusion. Donc, si vous avez peut-être 5 secondes pour élaborer là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. OK. Bon, alors, on se reprendra. Ce n'est pas du même registre, simplement. Ouais. Ce n'est pas du même registre. Et donc, il est important de bien distinguer, simplement. Okay. Monsieur Paquet, je vous remercie beaucoup de votre contribution aux travaux de la commission. Alors, je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Alors, on reprend nos travaux. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Fédération Histoire Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procédons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter puis à commencer votre exposé. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis Jean Régazzi, directeur général de la Fédération Histoire Québec. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission, Mesdames et Messieurs les députés, la Fédération Histoire Québec est l'organisme national de regroupement des associations en histoire, généalogie et patrimoine depuis 1965, qui rassemble des sociétés d'histoire, mais aussi des musées, des sociétés de généalogie, des centres d'archives, des regroupements professionnels dans les secteurs des sciences historiques. Notre membrariat à l'heure actuelle de plus de 350 membres, avec un réseau des plus efficaces pour alimenter une offre culturelle en histoire et patrimoine, partout, de qualité, partout sur le territoire, y compris là où le gouvernement est absent, et bien souvent en comptant sur l'implication de ses bénévoles et de ses membres. Notre mission, en plus de regroupement, vise la valorisation de l'histoire locale, régionale et nationale, en mettant en lumière les réalisations des membres. Et avec les années, nous avons augmenté notre rayonnement grâce aux différents services que nous offrons pour aider le milieu et encourager l'action citoyenne et l'éducation populaire dans les domaines de l'histoire et du patrimoine au Québec. Le champ d'expertise de notre réseau couvre partout au Québec tous les aspects de l'histoire, du patrimoine, incluant la muséologie. Notons que parmi nos membres, nous comptons de nombreux acteurs majeurs du milieu muséal, la plupart qui bénéficient de l'agrément des institutions délivrées par le gouvernement du Québec. Tous les organismes qui composent le membrariat de la FHQ partagent ces mêmes valeurs motrices de la Fédération, reconnaître, mettre en valeur l'engagement citoyen. Et c'est à ce titre que nous souhaitons aujourd'hui porter cette voix des citoyens, citoyennes et citoyens passionnés, défenseurs, propagateurs, engagés pour l'histoire et patrimoine, ceux qui en somme constitueront, on l'espère, les futurs partenaires, les partenaires privilégiés du futur Musée national de l'histoire du Québec. La lecture que je vais vous faire est le résultat de ces consultations que nous avons faites avec nos membres, avec nos administrateurs, mais aussi avec les professionnels du Musée de la Civilisation que nous avons rencontrés. Nous avons souhaité en effet faire la lumière sur le projet, encouragé par ces membres qui nous ont fait part de leurs craintes. Bien sûr, on se réjouit que le Québec consolide son offre culturelle en se dotant d'un nouvel établissement national, le premier depuis 1984. On doit toutefois signaler qu'il y a des inquiétudes qui nous amènent aujourd'hui à nous prononcer. Plusieurs membres ont exprimé l'appréhension que le nouveau musée national vienne en concurrence avec le milieu existant déjà fragilisé. Tous observent que les budgets existants, dont le programme d'aide au financement des institutions muséales, sont insuffisants, surtout en région, et que cette situation menace la survie de plusieurs organismes. Bien sûr, il ne faudrait pas que l'arrivée d'un nouveau joueur nuise au budget existant et monopolise une portion importante des visiteurs et des ressources humaines limitées qui font vivre la culture. Une autre réticence concerne l'image que reflètera cette nouvelle institution. Un musée de l'histoire, c'est avant tout un musée de l'histoire de la nation, et c'est tout autant un musée d'histoire de la nation qu'une porte ouverte sur l'histoire du Québec et de ses régions. Il est important que l'image qui sera donnée de l'histoire du Québec soit celle d'un territoire qui s'est bâti à travers ses différentes régions, sa diversité, toutes ses populations.
Un musée national doit donc être un incitatif, une vitrine pour que les visiteurs aient le goût de mieux connaître les régions du Québec et de leur histoire. Il ne doit pas être le compétiteur des régions, mais plutôt une locomotive pour elles. Enfin, nous pensons que l'instauration de ce nouveau membre majeur du réseau muséal du Québec devrait permettre un regard différent sur l'histoire. Nos régions et les membres de la Fédération ont une approche différente de l'histoire, une approche qui est complémentaire à la voie officielle, institutionnelle. Bien souvent méconnue, cette voie citoyenne ne peut plus être ignorée. Elle est une façon différente de faire l'histoire et elle permet, par ses thématiques inédites, par ses méthodes novatrices, de voir et faire l'histoire à partir de préoccupations locales, c'est-à-dire profondément humaines. Bien sûr, il n'est pas question de substituer les professionnels de l'histoire et de la muséologie par un autre groupe, mais plutôt de bonifier le discours muséal grâce à cette façon de faire de l'histoire, de voir l'histoire. Et c'est certain que laisser la place nécessaire à ces voix plurielles bénéficiera très certainement au futur musée. J'entre maintenant dans nos recommandations. 3 recommandations, je pense que je vais avoir le temps, qui ont pour but d'assurer au nouveau Musée national de l'histoire du Québec une meilleure représentativité de l'histoire qui y sera exposée et d'engager l'établissement à naître vers la plus grande efficacité. La première recommandation est de concrétiser le financement en histoire grâce au Musée national de l'histoire du Québec et en dehors. Dans un écosystème culturel déjà fragile, il faudra pour le gouvernement faire la preuve que cet effort considérable au profit d'un nouvel établissement national ne prive pas les autres organismes. Nous souhaitons que cet investissement majeur dans un nouveau musée ne nuise pas aux actuels budgets du gouvernement en culture, mais au contraire qu'il soit le signe d'une bonification, d'une pérennité de l'engagement gouvernemental pour l'histoire et pour les organismes qui la déploient au quotidien. Nous sommes conscients que les sommes allouées aux musées nationaux ne proviennent pas des mêmes enveloppes, mais in fine, cela reste l'argent d'un même ministère qui a déjà un budget insuffisant au regard de ses responsabilités multiples dans un contexte économique qui nécessite des coupures, et alors même que nos organismes bénévoles ne touchent de leur côté aucune somme du ministère. Signalons aussi de notre propre côté l'aide au fonctionnement de la Fédération Histoire Québec qui a subi des coupures, et ce malgré nos performances, l'augmentation considérable du membrariat et des services que nous rendons à nos adhérents, aux citoyens et au pouvoir public. Quant aux membres que nous soutenons, donc, ils bénéficieraient par ailleurs de la mise en place d'un appui gouvernemental pérenne pour leur fonctionnement. Ainsi, dans une vision d'un musée qui fait l'histoire d'un Québec multiple, nous souhaitons que le futur établissement puisse mettre en valeur les régions, leurs richesses, et qu'en cela, il sollicitera nos membres partout au Québec. On souligne ici l'enjeu essentiel d'un musée aujourd'hui, la décentralisation de l'histoire. Le projet de loi précise que ce nouvel établissement sera au service de l'existant. Pour nous, il est important qu'il soit réellement au service des autres éléments du réseau culturel muséal québécois. En partant de ce principe, nous croyons que le budget d'acquisition, par exemple, pourra permettre l'acquisition de pièces maîtresses qui pourraient être ensuite transférées aux institutions des territoires dont elles sont représentatives. De la même façon, il serait intéressant qu'une ou plusieurs salles soient réservées à des expositions conçues et pensées dans les régions afin de les représenter, et que ces expositions pourront être ensuite envoyées dans les régions pour faire connaître à l'ensemble du Québec l'histoire des autres régions, mais aussi le savoir-faire culturel et le savoir-faire muséologique de chacun. En plus de favoriser directement le musée, cet investissement viendra encourager l'implication dont font preuve les organismes en histoire et patrimoine. La deuxième recommandation est de faire l'histoire de tous les Québécois. Nous croyons que si le gouvernement veut faire de ce musée une réussite, il convient de s'assurer qu'il soit apolitique et qu'il reflète les différentes façons de voir, de faire, de comprendre l'histoire. Le MNHQ doit être à l'image de ce que le Québec est, et porter sur la place publique des débats ou des périodes, des sujets controversés. Ce devrait être la fonction d'un musée aujourd'hui, amener les visiteurs à s'interroger sur l'histoire, à participer au débat public et à jouer leur rôle de citoyen. Globalement, nous nous réjouissons de l'annonce. Nous croyons par exemple que la meilleure façon de préserver le patrimoine bâti, c'est de lui donner une vocation. C'est ce qui arrivera au pavillon Camirois. Pour faire de ce musée un lieu de rassemblement de tous les Québécois, il conviendra toutefois d'y présenter toutes les facettes de leur identité, incluant sous le même vocable d'histoire nationale tous les peuples qui la composent, par exemple, et de manière non exhaustive, la place nécessaire qui doit être faite aux anglophones, aux Premières Nations, aux communautés migrantes qui ont contribué et continuent de contribuer à notre histoire. Et justement, nos sociétés d'histoire incarnent au quotidien ces aspects en donnant une lumière particulière, en jetant une lumière particulière sur ces identités multiples qui font le Québec d'aujourd'hui. Aussi sera-t-il important d'envisager que si l'espace retenu n'est pas suffisant pour remplir la mission que le gouvernement a voulu donner à la nouvelle institution, il faudra peut-être songer à la création hors des murs de sections complémentaires afin d'aborder des pans importants ou des thématiques qui ne trouvent pas leur place dans les locaux envisagés. Notamment, la chapelle des Sœurs du Bon Pasteur pourrait être utilisée comme lieu d'exposition sur l'histoire des femmes, un sujet sur lequel nos membres sont particulièrement actifs et efficaces.
D'autres espaces pourraient être explorés notamment dans l'éventualité où le ministère de la Culture réussisse à rapatrier ou à garder au Québec une partie des collections de Parc Canada destinées à la réserve fédérale de Gatineau. La troisième recommandation est probablement la plus importante et d'inclure la voix citoyenne. Faire l'histoire devient de plus en plus complexe au regard de cette diversité des récits qui la composent. La nouvelle institution muséale doit permettre la diffusion de cette diversité des voix, notamment celle des citoyens, de leurs organismes et de leurs regroupements. La création du Musée national d'histoire du Québec est en effet le moment opportun pour prendre le temps de s'arrêter et provoquer un dialogue entre les professionnels de l'histoire et de la muséologie et les citoyennes et citoyens, ceux et celles qui ont un regard différent sur leur histoire. En accord avec l'article 10 de la loi sur les musées nationaux précisant que les nominations des membres du conseil d'administration doivent être représentatives de la société québécoise, notamment en s'assurant de la présence de personnes issues de communautés variées, nous suggérons d'inclure dans le conseil d'administration une représentation des organismes citoyens en histoire et patrimoine. Ainsi, cette représentation citoyenne devrait permettre d'atteindre l'objectif que les régions et la voix citoyenne en histoire soient entendues. Pour la Fédération, nous croyons que c'est une telle prise en compte des organismes citoyens et de leurs regroupements peut amener un point de vue différent en permettant la mise en valeur des travaux de nos membres, par exemple en patrimoine commémoratif, ou sur le travail qui est fait sur l'histoire des femmes, ou plus généralement sur l'histoire citoyenne et l'engagement des citoyens pour la défense du patrimoine. La place prise par les organismes citoyens en histoire est généreuse, efficace, novatrice, et cela doit se refléter dans les orientations et actions d'un musée national de l'histoire. Outil de réflexion qui profitera indéniablement au musée, l'apport des sociétés d'histoire est un sujet en soi qui mériterait sa place dans un établissement national et pourra faire l'objet de réflexions communes, d'expositions temporaires. Un musée qui intégrera dans son fonctionnement et sur ses murs les organismes citoyens, leur engagement sans faille constituera, à n'en pas douter, une réussite institutionnelle et un encouragement au milieu. Nous espérons que le MNHQ permettra cette mise en pratique réelle de la principale ambition de l'institution, qu'il permettra la collaboration de l'établissement tant avec les régions qu'avec les voix citoyennes, qu'il favorise le financement et le rayonnement des communautés historiennes et muséales tout en collaborant avec nos membres. Et nous demandons que le gouvernement profite de ce nouvel outil de promotion de notre histoire pour prendre en compte la voix citoyenne, maintenant un incontournable, comme en témoigne le dynamisme de notre réseau. Je vous remercie. Allez-y pour votre conclusion. Vous avez déjà écoulé votre temps, mais combien de temps qu'il vous reste, vous pensez? Il me reste une page, mais je vais aller à l'essentiel. Vous avez je donne 10 secondes si c'est possible pour vous. C'est parfait. En gardant à l'esprit ces enjeux disciplinaires, politiques, économiques, le gouvernement pourra faire du musée une réussite qu'il doit être. Et soyez assurés que la Fédération reste disponible autant que vigilante, convaincue de la bonne volonté du gouvernement de rendre l'histoire plus accessible, mieux reconnue, mieux financée. On offre notre soutien au musée à Québec, ainsi que partout où les Québécoises et Québécoises s'attacheront à faire vivre l'histoire jour après jour. Parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre exposé. Alors, nous allons commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour une période de 16 minutes et 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je vais avoir 2 ou 3 questions, puis j'invite aussi mes collègues, si jamais ils en ont, à ne pas se gêner. Peut-être d'abord, en fait, vous remercier d'entrée de jeu de vous être prêté à l'exercice. Je sais que vous avez déjà des vies professionnelles bien occupées. Évidemment, on sait tout le travail que vous faites, donc merci d'avoir pris le temps de produire ce mémoire qu'on a aussi regardé dans les dernières heures. Et c'est intéressant. Donc, effectivement, c'est bien structuré. Vous avez 3 recommandations. D'abord, sur le financement. Effectivement, peut-être vous dire que c'est certain que vous avez raison. À un moment donné, ce sont des vases communicants. Certains diraient qu'on peut étendre ça à l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire quand on donne $1 en culture, on ne le met pas en éducation ou en santé, par exemple. Mais je souhaite quand même vous rassurer en vous disant que je pense que vous avez bien cerné le fait qu'il y a le programme de financement pour les institutions muséales, le PAFIM. C'est une chose. Nos institutions muséales qui sont des musées nationaux ont des budgets qui sont à part. Puis le financement, il est déjà planifié, on y pense, donc on ne pigera pas dans l'enveloppe du PAFIM, par exemple, pour être capable de financer le Musée national de l'histoire du Québec. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Faire l'histoire de tous les Québécois, vous avez bien raison. Je sais qu'on
On va revenir abondamment sur ce point-là. Et d'ailleurs, je suis certain que mes collègues de l'opposition vont m'en parler plus longuement dans l'étude détaillée. Donc, mais je vous dis d'emblée, je suis tout à fait d'accord parce que la nation québécoise est née de rencontres, au pluriel. Donc, certainement qu'il sera question de tous les Québécois dans ce musée. Et la voix citoyenne, je l'entends bien. Donc, je prends ça aussi en note. Donc, d'entrée de jeu, je faisais ces remarques-là. Question pour vous. Je sais que vous travaillez très fort, je le sais, parce qu'on a fait une annonce de financement sur cette question-là, sur le patrimoine commémoratif. Je sais que ça vous tient à cœur. Ça me tient aussi à cœur parce qu'il faut connaître son histoire. Comme on dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Le Musée national de l'histoire du Québec va bien sûr nous aider à atteindre cet objectif-là, mais en même temps, le patrimoine commémoratif, il est partout sur le territoire. On le connaît plus ou moins bien. Vous avez reçu une subvention de 250 000 $, si ma mémoire est bonne, il y a quelques mois pour donc faire cet inventaire. Est-ce que vous pensez, c'est ma question, que le Musée national de l'histoire du Québec pourrait jouer un rôle dans la commémoration, je vais mettre ça au pluriel, dans les commémorations? Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci aussi de nous inviter. C'est toujours très apprécié. Puis c'est un exercice qu'on se devait de faire pour tous les multiples enjeux qu'on vous a évoqués. Sur la partie du patrimoine commémoratif, c'est un beau projet qui est tout à fait pertinent, qui a été tout à fait pertinent de confier aux sociétés d'histoire parce que, comme je le dis à chaque fois qu'un nouvel organisme embarque dans son inventaire, qu'elle s'attache à faire les centaines de kilomètres qui lui permettront de faire l'inventaire nécessaire et de faire remonter ces trésors insoupçonnés. On a, avec le patrimoine commémoratif, on a on a une couche d'histoire qui s'ajoute à l'histoire. Ce sont des citoyens ou des groupes humains qui, à un moment donné de leur histoire, se sont dit voilà ce que nous, après avoir réfléchi ensemble, après avoir trouvé une apparence de consensus, on estime comme étant nos dates fondatrices, nos éléments, nos personnages fondateurs, nos lieux fondateurs. Donc il y a déjà cet effort réflexif, cet effort d'avoir voulu transmettre une page d'histoire qui s'incarne dans des monuments, des statues, des plaques. Et je pense que nos membres sont très sensibles parce que généralement, quand il y a une commémoration, elle vient de citoyens qui sont attachés à leur identité, à leur territoire, à leur histoire. Quand ce ne sont pas directement des sociétés d'histoire elles-mêmes qui sont les initiatrices de tels projets de mise en place d'éléments et de statuts, bien souvent, on voit qu'elles étaient déjà là et qu'elles ont aidé à la levée de fonds. Ce qui est intéressant, je reste vraiment sur ce volet patrimoine commémoratif de la stratégie québécoise de commémoration qui est plus large, qui est beaucoup plus large. Oui. C'est que présentement, l'inventaire bat son plein, les membres sont sur le terrain avec leur appareil photo et leur ruban à mesurer, mètre à mesurer, mais en tout cas, leur appareil photo. Et que les données qui vont être produites vont être versées, commencent déjà à être versées sur le répertoire du patrimoine culturel. Fait que c'est un très beau projet d'inventaire, mais un inventaire, ça doit se vivre, ça doit se mettre en avant, que ce soit par des expositions en ligne ou par des projets concrets qui peuvent prendre place entre les murs. Fait que vous avez déjà, je vous en remercie, vous nous avez mandaté pour ce beau projet de récolter des données, d'harmoniser des données, de réfléchir sur le terrain, mais avec une coordination centralisée. Il y a déjà un très beau projet de commémoration et de pourquoi c'est important de faire de l'histoire et de se pencher sur les dates que l'on veut estimer comme fondatrices. Je vois tout à fait le maillage qui pourrait être fait entre ce projet spécifique, bien sûr, la fédération et les membres en général, mais ce projet spécifique et le Musée national de l'histoire, puisque la réflexion elle-même est en cours. Il y a une expertise aussi qui va se développer, évidemment, une expertise scientifique en cette matière qui va se développer au Musée national de l'histoire. Donc, vous pensez que le futur musée, évidemment, si le projet de loi est adopté, pourrait être un partenaire dans cet objectif de mettre de l'avant les commémorations? Absolument, absolument. Dans la réflexion générale sur la commémoration, y compris dans les aspects les
les moins consensuels, justement. C'est ce qu'on Super. découvre en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'éléments qui questionnent l'histoire nationale telle qu'on la connaît présentement, et c'est très précieux. Oui, c'est un terrain délicat, n'est-ce pas? Donc, ça répond à ma question. Je pense que j'ai un collègue qui a aussi une question pour vous. Oui. Alors, vous avez la parole. Allez-y. Merci, c'est gentil. Écoutez, dans mon ancienne vie, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Vallée, avec qui, je crois, vous travaillez. Donc, vous pourrez le saluer d'abord pour moi. Et aussi de voir le travail, d'avoir pu être témoin du travail que vous avez réalisé, entre autres sur tout ce qui est du patrimoine culinaire ou la valorisation de certains éléments de mandat que vous vous êtes donné sur la partie d'archives ou aussi de tout le travail de conservation que vous réalisez. J'aimerais vous demander, dans tout ce volet-là, puis dans les membres que vous avez, dans des projets que je vais considérer, je vais vous le dire, là, assez fabuleux, là, de ce que j'ai été témoin, entre autres, sur le volet culinaire. Je viens d'une région importante où l'agriculture fait partie de notre quotidien et où on souhaite, avec, entre autres, le musée de l'agriculture également à la Pocatière, entre autres. Donc, comment vos membres font et de quelle façon la présence du Musée national d'histoire du Québec peut aider à davantage faire connaître notre histoire, parce que tous ces projets-là sont fabuleux, mais ils doivent être connus, ils doivent être diffusés. On parlait tout à l'heure d'une subtilité sur le mot « promouvoir ». Alors, c'est très important pour nous de pouvoir faire, oui, la promotion de notre histoire, puis c'est pour ça qu'on met le projet de loi sur pied et le musée. Bien, de quelle façon vous voyez que vos membres peuvent collaborer à cette diffusion de notre histoire, finalement? Merci beaucoup. Les grandes difficultés que vivent nos membres et qui pourraient être adressées, pardon pour l'anglicisme, être prises en compte par le futur musée, la situation des sociétés d'histoire est très bonne. Notre membrariat continue de grandir. Il n'y a pas une semaine sans qu'on doive examiner de nouvelles demandes d'adhésion. Ça, c'est fabuleux. L'histoire se porte très bien. Les enjeux qui sont quand même ceux de l'histoire, c'est bien sûr le financement, la relève et le rayonnement. On parle de personnes bien souvent bénévoles, avec des horaires qui dépassent des horaires de temps plein, qui ont un engagement très fort local et qui voudraient le faire reconnaître au national. Ces organismes n'ont pas forcément pignon sur rue comme pourrait l'avoir un musée en région ou pas. Et il y a une opportunité formidable de faire en sorte qu'on reconnaisse que depuis le 19e siècle au moins, des gens s'engagent pour mettre en valeur l'histoire, que ça prend des formes qui ne sont pas forcément encore celles habituelles de l'exposition, de la muséographie. Et le musée d'histoire pourrait profiter de cette expertise, d'avoir approché des matériaux, des objets, ce qu'on appellerait des muséalia qui ne sont pas habituels entre les murs. Encore une fois, toute la partie de l'innovation, de la créativité de nos membres qui font sans locaux, sans moyens, sans relève, des choses formidables, est un bon exemple. Le contenu est parfois même techniquement réutilisable. On le voit quand nos membres font des demandes de produire une exposition virtuelle. Tout est déjà là, il suffit de le mettre en place avec les bons outils. La richesse de l'engagement et des contenus qui sont créés par nos membres est assez grande. Elle reste maintenant à être reconnue, à être mise en valeur entre des murs qui accueilleront les visiteurs du Québec et puis du monde entier, et qui montreront qu'il y a je peux le dire avec fierté, il y a une manière très particulière de faire de l'histoire citoyenne au Québec qui est admirable et qui devrait être mise en valeur dans une institution qui se veut un musée d'histoire nationale. OK. Et vous savez, la place de la relève, c'est assez, tout comme vous, comme assurément pour l'ensemble des musées du Québec, d'être innovant, d'être créatif pour apporter
le plus possible de jeunes à connaître, entre autres, notre histoire. Est-ce que vous avez certains éléments que vous pourriez proposer? Comment qu'on pourrait faire pour s'assurer de la présence? On parle, là, entre autres, de projets là, en lien avec le numérique, Éric Bédard, les gens qui travaillent, entre autres, comme la directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques. Tout le monde met la main à la pâte pour être innovant, trouver les meilleures idées possibles. Avez-vous des choses à suggérer pour faire place à la relève dans un tel musée? Le contexte est vraiment bon puisqu'on vient d'achever un grand chantier cet été de développement jeune public, qui était un outil en fait, des ressources mutualisées et un employé qu'on a permis à nos membres de rencontrer pour développer des activités pour le scolaire, parascolaire, camp de jour, jeunes familles. Donc cet enjeu commence à être pris en compte, enfin, a toujours été pris en compte, mais commence à être résolu avec des activités de médiation qui sont en place ou qui vont se mettre en place dans différents secteurs. Je vous invite à aller directement auprès de nos membres pour voir ce qui s'est fait et ce qui est en train de se faire. Ce qui est vraiment un des points d'entrée pour les jeunes, ne serait-ce que pour en faire pardonnez le mot, des consommateurs de notre culture, de notre histoire, c'est de ne pas hésiter à innover techniquement, mais aussi d'aller dans les sujets qui sont inhabituels, qui vont interpeller, y compris sans avoir de réponse fixe. On a passé le cap de la nouvelle muséologie et on peut maintenant se permettre d'adresser des sujets de société qui sont clivants, qui sont même j'allais dire délétères, mais qui sont même évolutifs, pardon. Il y a cette audace qu'un musée national de l'histoire doit avoir. C'est probablement un défi pour une institution nationale de se permettre d'aller là-dedans, mais on a la conviction, et ça a été confirmé en rencontrant les équipes de préfiguration, notamment au musée de la civilisation, que l'expérience de ce musée-là, des personnes qui vont faire la transition entre le musée de la civilisation, l'expérience des équipes que vous allez approcher, que vous avez déjà approchées pour faire le futur musée, va très certainement aller dans cette optique de ouvrir le musée à des nouveaux sujets, à des enjeux actuels, et en cela en faire un appel du pied assez pertinent pour les jeunes publics, pour la relève qui va y trouver son compte, qui va comprendre que le produit est en partie pour eux en tant que futurs citoyens. Merci. En tant que citoyens actuels et futurs membres des sociétés d'histoire. Tout à fait. Réponse courte. La personne qui vous a précédé, on a parlé du rapport Arpin. On sait qu'en 1994, il y a eu le dernier musée qui a été annoncé au Québec. Le premier ministre parlait de ce côté-là, rassembleur, de la fierté qu'on souhaite obtenir lorsqu'on va visiter ce nouveau musée-là. Êtes-vous d'avis qu'on a les outils nécessaires actuellement avec les partenaires qui sont sur le dossier pour avancer sur le projet? Plutôt que de revenir à des consultations citoyennes, tel le rapport Arpin qui a été réalisé dans les années 2000? Réponse courte, oui. Réponse moyenne, oui, mais n'oubliez pas les organismes citoyens. Merci. Il reste 1 minute 17 secondes. Bien, je vais y aller aussi avec une question courte. Je note ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pas de nécessité donc de se relancer dans des consultations. Selon vous, on a tout ce que ça prend pour aller de l'avant, mais il ne faut pas oublier les partenaires en région. Et ça, on compte bien garder ça en tête. Réponse courte, encore une fois. Il y a des gens, et on l'a entendu tantôt, là, qui nous disent essentiellement, si je résume, un musée national, pour parler de notre histoire, ça coûte trop cher. Puis en plus de ça, ça va encore être dans une grande ville. On n'en a pas besoin parce qu'il y a des institutions ailleurs, entre autres en région, qui ont besoin d'argent. Évidemment, je comprends qu'il y a des institutions ailleurs qui en ont besoin, mais qu'est-ce que vous répondez malgré tout à ça, à quelqu'un qui vous dirait qu'on n'a pas besoin de musée national de l'histoire? Êtes-vous en désaccord ou en accord avec cette proposition-là? Il y a plusieurs points dans votre question. Mais qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit qu'on n'en a pas besoin? La culture ne se divise pas, elle se multiplie. On n'aura jamais trop d'établissements culturels. Vous êtes les premiers, vous êtes le premier à être conscient qu'un investissement dans la culture est un investissement et n'est pas une perte sèche, mais qu'au contraire, ça va attirer
ça va tirer du rayonnement immatériel, mais aussi des avantages matériels comme le tourisme et la diffusion d'expositions d'expertise. Merci. Alors, ça met fin à cette discussion-là du côté de la banquette gouvernementale. On poursuit les discussions avec la députée de Robert Baldwin pour une période de 12 minutes et 23 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Ray Regazi, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous n'avons pas reçu malheureusement le mémoire. Il n'a pas été déposé, juste pour que vous soyez, je ne sais pas si mon collègue l'a reçu, mais nous, on ne l'a pas reçu. Donc, je sais en tout cas, je l'ai souligné. Nonobstant, je ne sais pas s'il y avait des éléments liés à votre dernière page, parce que vous n'avez pas eu le temps de discuter de votre dernière page. Donc, je voulais vous laisser le temps, là, s'il y avait quelque chose en particulier que vous vouliez souligner à la Commission concernant cet aspect-là de votre mémoire. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est très apprécié. Je suis navré pour ce défaut de dépôt. C'est pas votre le faute, mémoire vous inquiétez-vous sera pas. acheminé. Je peux vous faire un point sur le mémoire est relativement court. Il fait à peu près 7 pages. Mais surtout, il est très intéressant parce que on parlait d'enjeux de consultation. À notre échelle, on l'a fait avec nos membres, y compris les membres du milieu muséal qui ont vu avec crainte l'arrivée de ce nouveau joueur, de ce nouveau, j'emprunte une expression qui a pu être dite, ce nouveau trou noir financier. C'était normal qu'on fasse cet exercice et qu'on l'achève relativement précocement. On a eu une rencontre avec notre conseil d'administration qui a voulu remettre la main à la pâte. Donc j'enverrai bientôt une version finale, mais je ne veux même pas vous la soumettre présentement. Sur l'aspect de ce que j'aurais pu dire, c'est qu'effectivement, le projet sera d'autant mieux accepté par tous les citoyens, par tous les payeurs de taxes, par tous les visiteurs, qu'il prouvera sa pertinence. Donc, l'audace, l'innovation sont vraiment attendues. La prise en compte de la voix citoyenne est vraiment attendue. Et il y a un grand enjeu pour le gouvernement actuel de rassurer tout le monde, de rassurer le milieu, de rassurer les organismes citoyens qui sont bien souvent des organismes bénévoles, qui en arrachent et qui vont voir à grands frais. C'est raisonnable de s'inquiéter un musée sortir de terre. Donc la collaboration, on la souhaite dès le départ, dès la conception, de la conception à l'évaluation jusqu'à l'administration du musée, avec nos membres, avec les membres, y compris en région, y compris les régions les plus éloignées auxquelles on ne donne pas la parole et auxquelles le retrait du projet des espaces bleus, mine de rien, enlève une opportunité culturelle de plus, une opportunité culturelle. Puis dans cette collaboration, ce qu'on souhaite, c'est que les sociétés d'histoire, les autres organismes soient reconnus, soient soutenus, soient mis en valeur, comme les collaborateurs qui doivent être. C'était vraiment ma dernière page de conclusion allait vraiment dans ce sens-là, que ça peut être un très beau projet, ça va être certainement un projet très ambitieux, probablement onéreux, mais on est certain que le Québec en sortira gagnant si le gouvernement sait réaffirmer la pertinence d'un tel projet et qu'il s'agit d'un projet non pas du haut vers le bas, mais qui implique les citoyens dans toutes les étapes de sa conception. Vous avez mentionné la concurrence avec la fragilité des musées régionaux. Et je vous ai entendu concernant, évidemment, l'impact financier, parce qu'on a déjà un réseau qui est fragilisé, qui est sous-financé. Et donc, est-ce qu'il y a pour vous, la Fédération et vos membres, une préoccupation concernant l'arrivée d'un grand musée à Québec qui va avoir un impact financier dans les régions, surtout les musées? C'est vraiment ce qu'on souligne avec cet enjeu de ne pas oublier les régions. Québec pourra toujours accueillir autant de musées qu'on le veut, avec bien sûr une précaution contre le surtourisme. J'interpelle les députés
de la région de Capitale-Nationale qui doivent faire attention au surtourisme et à une utilisation pertinente des ressources, de la Capitale-Nationale. Et oui, c'est certain, on est tout à fait conscient qu'il y a le budget musées nationaux et que de l'autre côté, il y a le budget des PAFIM. Mais comme on le dit dans le mémoire, ça reste l'argent d'un seul ministère qui n'est pas le mieux doté dans un gouvernement qui fait des coupures nécessaires ou non. Il y a une inquiétude. Pourquoi couper les budgets existants de la Fédération, des musées et d'autres organismes? Alors, pourquoi faire un nouveau musée alors qu'on coupe des budgets existants? Ça, c'est vraiment une attention particulière qu'il va falloir être expliquée avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'empathie aussi pour nos membres qui en arrachent, qui ont de la difficulté, pardon. Beaucoup de pédagogie et leur faire comprendre que si le projet va de l'avant, si la loi est adoptée, que le musée voit le jour et sort de terre, ils en seront les bénéficiaires directs ou indirects. Comment voyez-vous qu'ils soient évidemment bénéficiaires directs voudrait dire que le ministère va augmenter l'enveloppe budgétaire pour aider les musées régionaux qui souffrent énormément. Ça serait une chose. L'impact indirect, si vous pourriez peut-être élaborer sur cette question de l'impact indirect. Oui, ce qu'on veut avec ce musée, c'est que le signal qui soit envoyé, c'est qu'il est bon de s'investir dans l'histoire, que ce soit des citoyens, des visiteurs qui vont faire la visite du futur musée national de l'histoire et se dire hey, « c'est le fun, c'est pas réservé à des universitaires ou à des professionnels de musée, mais il y a des organismes, il y a des citoyens qui sont engagés. Et autour de chez moi, il y en a qui ont une activité assez intéressante de conférences, de généalogie, de visites patrimoniales. Donc, c'est le bénéfice indirect, c'est reconnaître l'importance de l'histoire pour notre gouvernement, pour notre, je dis notre, mais vous comprenez que je suis au Québec depuis assez longtemps pour me permettre de dire notre, pour notre identité québécoise, qu'elle passe par l'histoire, y compris dans cette histoire des zones grises, dans cette histoire multiple et diverse et parfois problématique. Le musée peut, si c'est bien fait, on vous fait confiance, le musée peut être un symbole fort envoyé dans en direction des gens qui font l'histoire pour leur dire ok, les temps sont durs, on n'a pas les finances pour donner une somme X à chaque société d'histoire, mais continuez, on participe à cet effort de relève, de rayonnement et de reconnaissance que demandent les organismes en histoire qui sont membres de la Fédération Histoire Québec. Parmi les autres aspects plus ou moins directs sur lesquels le musée pourrait bénéficier au milieu, c'est qu'effectivement, on sait que le musée d'histoire va venir avec des budgets, notamment d'acquisition, d'exposition. Donc, il y a autant d'actions qui, si elles sont prises en concertation avec le milieu, pourront être utiles et pourront rejaillir sur tout le milieu, notamment l'acquisition d'objets en lien avec des histoires régionales, ou la préparation d'expositions qui vont être, c'est une habitude qui est très bonne, qui vont être des expositions itinérantes, qui vont offrir une offre, qui vont alimenter l'offre culturelle en région. On souhaite vraiment que ce soit pris en compte dans les projets que fait le musée et dans les dépenses qui vont être faites en lien avec le futur musée. Ouais. Dites-moi, compte tenu de votre rôle et en termes de directeur général de la Fédération, vous avez au-delà de 350 membres, c'est ça que vous avez mentionné. Et là, je voulais voir avec vous en termes de... On a mis un terme aux espaces bleus, à la création de tous les espaces bleus, qui devaient être dans les 17 régions du Québec. Je présume qu'il y a eu une grande déception au sein de la Fédération suite à cette annonce. Et peu de temps après l'annonce de la création d'un nouveau musée national, d'après vous et les membres de votre fédération, est-ce que le gouvernement, avant d'avoir annoncé la création d'un nouveau musée national, n'aurait pas dû faire une étude en termes de l'impact financier au niveau de la création d'un nouveau musée,
l'impact que ça aurait sur les musées actuels et l'écosystème muséal au Québec? C'est absolument ce qu'on propose de faire présentement. C'est la collaboration qu'on propose de faire qui a peut-être manqué dans certains espaces bleus. Certains espaces bleus ont été très bien accueillis, d'autres très mal, très rejetés. L'abandon fait qu'on est passé à autre chose. Ce qu'on veut éviter, c'est que, et ce qu'on encourage maintenant, c'est que la collaboration soit vraiment plus forte. Le projet peut être vraiment très bon si la collaboration est forte. Un des défauts, une des craintes qui vient des membres est né lors de l'annonce publique, mais ça, ce sont les aléas de la communication politique avec les différents dossiers qui s'ajoutent les uns sur les autres en dehors de la culture. C'est que on a pu avoir l'impression que c'était un dossier imposé du haut vers le bas. Ce qu'on demande maintenant, c'est que la consultation dans le fonctionnement du musée se concrétise et s'incarne au profit de tous les citoyens du Québec. Donc, dans la composition peut-être du conseil d'administration, est-ce que vous avez des recommandations à faire à ce sujet-là, de qui devrait siéger au sein du conseil d'administration de ce nouveau musée, en termes de pour si je peux dire, effectuer cette collaboration ou représenter cette collaboration? C'est certain que j'aurais des noms, mais la décision ne me revient pas. Mais le gouvernement s'est doté de plusieurs organismes nationaux de loisirs culturels reconnus et financés qui pourraient jouer ce rôle. Sans compter les citoyens qui seraient prêts à s'engager et qui ont déjà une grande expérience avec ces organismes citoyens, que ce soit pour y avoir été actifs ou pour en avoir été des chercheurs chevronnés qui les ont mis en valeur et qui ont permis de les faire rayonner aujourd'hui. OK. Vous avez juste 2 secondes sur la voix citoyenne. Comment est-ce que vous voulez que la voix citoyenne soit représentée dans ce musée? Concrètement, ce serait certain que des membres des sociétés d'histoire ont tout à fait leur place dans les conseils d'administration et dans les comités de préparation d'exposition, dans les comités d'évaluation d'exposition. Il y a la nécessité de rendre disponibles les recherches, les contenus, les expertises qui ont été faites par nos membres, qui pourraient trouver une place tout à fait légitime dans le futur musée. Je vous remercie. On va poursuivre la discussion avec le député de Jean Lesage, mais avant, je voudrais vous dire qu'une copie de votre mémoire a été remise à la députée de Robert Baldwin et le député de Jean Lesage. Alors, à vous la parole pour une période de 4 minutes et 8 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Par rapport à la mission du nouveau musée, bon, j'entends bien votre préoccupation que je partage par rapport à... ce doit être l'histoire de tous les Québécois, toutes les Québécoises. Il doit y avoir une participation citoyenne. Dans la fonction du musée, telle que c'est libellé dans le projet de loi, on parle entre autres, de promouvoir l'histoire du Québec. Donc, c'est comme l'intervenant précédent qui faisait remarquer que promouvoir, disons... plutôt que diffuser, ça ressemble plus à de la mémoire qu'à de l'histoire, par exemple. Puis, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais je voulais savoir quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que ça doit être un musée qui fait de l'histoire et de la mémoire, que de l'histoire, que de la mémoire? C'est certain que le terme promouvoir est probablement à revoir. Et qu'on espère que nos membres le prouvent. L'histoire est en perpétuelle construction, perpétuelle interrogation et perpétuelle destruction parfois, s'il le faut, si ça arrive. Et si le musée veut jouer son rôle d'organisme citoyen, il faut qu'il soit ouvert à des débats, à des histoires contradictoires, y compris sous la forme, le musée peut proposer de multiples activités qui ne sont pas celles traditionnelles des musées, mais des conférences, des activités, des débats, des tables rondes. Il y a des multiples formes
par lesquels on peut sortir d'une histoire matérielle qui va s'appuyer sur des objets qui ont effectivement un ancrage dans la mémoire. Je comprends l'articulation autour de la réflexion à faire autour de promouvoir et que si l'histoire est vraiment l'objet du musée, ça va être une histoire vivante, une histoire qui va être alimentée, qui va être contestée si besoin, mais qu'il va falloir se pencher sur cette manière démocratique de faire l'histoire et la faire vivre. Est-ce qu'il y a, selon vous, une incompatibilité fondamentale entre, disons, ces deux fonctions-là, histoire et mémoire? Est-ce que ça pourrait cohabiter dans le même musée? Pensez-vous qu'il y a là un problème ou pas nécessairement? Une très bonne question. Je ne pense pas avoir de réponse. Non, je ne m'engagerai pas dans cette réflexion. Je vois tout à fait les problèmes qui seraient soulevés, puis vous avez juste un temps limité. Ah, il reste 1 minute. Mais dans le fond, moi, je me pose la question, je me dis, parce que dans promouvoir, c'est sûr que là, c'est un verbe dans un projet de loi, là. Je veux dire, à quelque part, il ne faut pas capoter avec ça. En même temps, peut-être qu'il faut capoter avec ça, je ne sais pas. On va voir. On aura du temps, mais c'est que je me dis, promouvoir, il y a comme, tu sais, on veut promouvoir peut-être un récit. Puis en même temps, comme l'idée de promotion d'un récit, il y a là une contradiction, par exemple, avec une histoire citoyenne qui est en construction perpétuelle, en modification, qui est l'espace de débat où des récits potentiellement contradictoires peuvent à la fois cohabiter, s'entrechoquer, puis se résoudre dans une belle synthèse intéressante qui elle-même peut être niée comme la science évolue. Là. C'est ça, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre promouvoir un récit, par exemple, et faire une histoire qui se construit? Disons, je pose la question là, vous n'avez pas le temps de répondre, mais merci d'avoir contribué à alimenter cette question. Effectivement, c'est tout le temps qui nous reste. Alors, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux. La Commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, mercredi 18 septembre 2024, après les avis touchant les travaux des commissions.